33 ans déjà depuis que les Nations Unies ont ratifié la Convention relative liée à la protection de l'enfant. Le 20 novembre dernier, nous avons célébré cette journée internationale dédiée à l'enfant. Et aujourd'hui, nous avons trouvé important de pouvoir en parler par rapport à notre province, quel est le bilan et quelles sont les perspectives de l'avenir. Alors pour cela, nous avons invité encore une fois, il est habitué de cette émission, M. Jean-Serge Loumou-Chabani. Bonjour monsieur, bienvenue. Bonjour. Encore. Nous sommes encore très heureux de vous avoir. La joie est partagée. En tout cas, alors je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet du ministre provincial en charge du genre famille enfants ici au Lualaba. Alors avec vous, on va échanger parce que le 20 novembre dernier, nous avons célébré la journée internationale des droits de l'enfant. Aujourd'hui, il s'agit du bilan et perspectives par rapport à notre province. Qu'est-ce que vous pouvez d'abord nous dire? Est-ce qu'il y a eu des avancées par rapport à cette lutte dans notre province? Merci beaucoup pour l'invitation et pour la question. Il y a des avancées significatives par rapport à la promotion et à la protection de droits des enfants, parce que c'est de ça qu'il s'agit, tant au niveau national qu'au niveau provincial. Il faut commencer par rappeler que la province n'évolue pas en vase clos. Nous sommes rattachés à ce qui se passe au niveau national et donc la RDC, sur le plan de la mise en place et des instruments juridiques qui doivent guider l'action de tous par rapport à la promotion et à la protection de droits et à la mise en place des structures et infrastructures. Je crois qu'il y a beaucoup d'efforts et beaucoup d'avancées en cette matière. Et la province du Lualaba est alignée sur le plan national parce que toutes les lois qui sont publiées au niveau national par rapport à la protection et à la promotion des droits des enfants sont en vigueur ici. Même sur le plan des structures, déjà vous l'avez vous-même dit, vous avez au niveau du gouvernement tout un commissariat dont la charge notamment est de travailler pour les questions liées à la promotion et à la protection des droits des enfants. Vous avez d'autres services appropriés. Nous avons la division, nous avons la police de protection pour les enfants et vous avez différents partenaires qui ont choisi cette thématique de la protection des droits des enfants qui sont acceptés, encadrés, accompagnés et qui interviennent chacun selon sa spécificité au niveau de la province. Et je crois que quand on considère les choses de cette manière, on doit dire qu'il y a des avancées. Quand on considère aussi le fait que les droits fondamentaux, par exemple droit à la vie, droit à la santé, droit à l'alimentation, droit à l'éducation, droit à la participation, quand vous regardez de manière générale, il y a des avancées parce qu'il y a les mécanismes mis en place, les mécanismes à la fois institutionnels et communautaires qui sont mis en place pour s'assurer que les enfants bénéficient de ce droit. Bon, on reviendra peut-être plus tard pour dire que les avancées ne veulent pas dire qu'on a résolu tout le problème. Il y a toujours un gap parce que c'est un phénomène dynamique dans lequel nous sommes. Alors, la convention, la CEDE, voulais-je dire, contient 54 articles répartis en 4 thèmes. Je commence avec l'article 7, alinéa 1, qui parle de l'enregistrement des enfants à l'état civil, parce que la protection de l'enfant commence par là. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à notre province? Est-ce que les parents respectent cette loi? Quelle est la cour des fréquentations des parents par rapport aux enregistrements de leurs enfants à l'état civil? Nous avons en effet constaté que la question de l'enregistrement des enfants à l'état civil est encore un défi parce que beaucoup de parents ne s'adonnent pas comme il se doit, surtout ceux qui sont dans les périphéries de la province et parfois même ceux qui sont dans la ville, parfois même les intellectuels, les hommes, même les hommes et les femmes des médias, même de toutes les catégories. Donc parfois les gens ne comprennent pas, même si vous avez parlé plusieurs fois,
il y a encore des gens qui traînent les pas. Peut-être la communication n'est pas si forte. Je crois que la question, il faut la poser aux hommes et aux femmes des médias. Si la communication n'est pas si forte, ça fait, vous l'avez dit, toutes ces années, nous sommes en train de communiquer. Et quand on communique sur les droits fondamentaux des enfants, l'un des droits les plus importants sur lesquels on insiste, c'est ce droit-là. Parce que c'est le droit qui permet à l'enfant d'avoir une identité officielle. Un nom, une nationalité. Une nationalité, une identité, et de pouvoir se faire prévaloir comme un citoyen de quelque part. Et aujourd'hui, je l'ai dit dans une des interventions récemment, le monde entier, et en particulier l'Afrique subsaharienne et le Congo, nous sommes en train d'aller vers un désastre parce que le taux d'enfants non enregistrés est tellement important, le taux d'enfants que nous appelons les apatrides. Ils appartiennent à aucune patrie parce que s'ils ne sont pas enregistrés, ils ne sont reconnus officiellement nulle part. Ils n'ont aucune identité officielle. Même si vous lui avez donné un nom, mais il n'est connu nulle part, il n'est fiché nulle part. Et ça complique la vie de ces enfants quand ils grandissent. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, ça fait partie des efforts que le gouvernement et ses partenaires mettent en place pour pouvoir éradiquer ce phénomène. Aujourd'hui, dans les systèmes éducatifs, le système scolaire, on a intégré cette exigence. Quand vous allez pour inscrire un enfant à l'école, on demande notamment l'attestation de naissance. Et pour avoir l'attestation de naissance, c'est supposé que votre enfant avait été préalablement enregistré. À l'université, pour vous faire inscrire comme étudiant, parmi les documents qu'on demande, on demande l'attestation de naissance. Pour que votre enfant puisse voyager, aller faire les études à l'étranger, pour faire le passeport, vous devez avoir l'attestation de naissance. Donc, c'est-à-dire, c'est une exigence fondamentale. Et ceux qui négligent cette exigence se retrouvent en train de payer beaucoup d'argent, alors que dans ces efforts, l'État a voulu assouplir la mesure en rendant, avant c'était dans les 30 jours, mais maintenant on est dans le 3 mois, c'est-à-dire dans les 90 jours, les parents ont la latitude d'aller inscrire leurs enfants. Il y a une campagne qui a commencé timidement, mais qui va prendre de l'ampleur et qui commence d'abord, dans un premier temps, ici à Kolwezi, au centre-ville, parce qu'on a ciblé d'abord la zone de santé de Dilala et de Manika, les deux communes, pour pouvoir faire une sensibilisation au travers des écoles. C'est-à-dire l'autorité, avec les partenaires, ont pensé créer des bureaux secondaires, de mettre en place un mécanisme qui permet à ce que les maternités, les écoles et certains endroits, la tendance c'est d'aller aussi vers les églises, deviennent de cadres là où les enfants qui viennent de naître peuvent recevoir une procuration, les parents peuvent recevoir une procuration, le responsable de cet endroit peut enregistrer, faire une procuration, envoyer à l'officier de l'état civil. Tous ces mécanismes sont mis en place justement pour faciliter la tâche aux parents et pousser qu'il y ait plus d'enfants enregistrés à l'état civil. Alors, nous parlons maintenant de la protection de l'enfant. Est-ce que votre commissariat a un programme de réinsertion de tous ces enfants qui sont dans des mines? Nous ne pouvons pas quand même ignorer que nous sommes dans une province pilote, une province minière. Nous retrouvons beaucoup d'enfants dans des mines. Est-ce que vous avez des programmes de réinsertion des enfants qui sont, par exemple, dans des mines, ceux qui sont en rupture des liens familiaux, ceux qui sont dans la rue parce qu'ils doivent chercher, parce que nous ne sommes pas en tout cas dans la province? Il faut commencer par rappeler que la province a un plan stratégique et dans ce plan stratégique, vous trouvez qu'il y a un axe important qui concerne la protection et la réinsertion des enfants. Donc la promotion des droits des enfants, la réinsertion notamment pour ceux qui sont en situation particulièrement difficile. Et cet axe justement est traduit en plan d'action opérationnelle au niveau du commissariat qui est en charge notamment de la protection des enfants. Et le commissariat, en plus des activités initiées par elle-même, travaille avec les autres partenaires qui sont venus accompagner l'État. Comme UNICEF. Et en parlant des partenaires, il y a des partenaires qui sont des
du rang international, et vous en avez qui sont des partenaires communautaires, des ONG locales, des associations locales plutôt, avec lesquelles nous travaillons pour nous assurer, d'une part, qu'il y a une prévention pour que les enfants ne se retrouvent pas dans la rue, ne se retrouvent pas dans la mine, c'est-à-dire qu'il y a des activités de sensibilisation qui sont menées, et d'autre part, s'assurer que les enfants qui se retrouvent dans cette situation de rupture familiale ou de conflits avec la loi ou de travail associé aux mines soient récupérés et réinsérés dans les circuits normaux comme il se doit. C'est un travail qui s'est fait. Un exemple simple, nous venons il y a, je crois, 3 semaines, si ma mémoire ne me trahit pas, 2 ou 3 semaines, nous venons avec un de nos partenaires de clôturer 6 mois de formation pour 150 enfants qui étaient associés aux mines du côté de Kapata et qui ont été sensibilisés d'abord et encadrés, formés. Et en clôturant cette session de formation, nous avons procédé à la remise des kits de réinsertion. Et pour ce cas, c'est chacun dans sa discipline. Il y a eu 77 filles parmi les 150. Chacun dans sa discipline obtient les matériels qu'il faut. Si vous avez choisi, vous avez fait la formation en coupe et couture, on a donné la machine et tout ce qui va avec, les tissus, mais aussi avec une enveloppe qui permet à cette jeune fille qui vient de sortir de commencer son atelier sans attendre. L'enveloppe est remise aux parents ou bien aux enfants? Non, le mécanisme est fait de telle sorte que les parents sont associés, mais le bénéficiaire direct, c'est l'enfant. Ce sont les enfants. Et donc, comme ce sont des enfants d'un certain âge qui étaient habitués à avoir l'argent, qui étaient habitués donc on leur donne une opportunité différente, une alternative pour avoir des revenus propres, mais des revenus qui lui permettent d'avancer et d'être autonome. Parce que maintenant, il possède un métier. Enfant, être autonome, vous ne trouvez pas que c'est vraiment un problème, un autre problème que vous... Non, ce n'est pas un autre problème. Nous sommes en train de lui donner une opportunité qui sécurise sa vie et qui sécurise son avenir. Et bien sûr, on tient compte des niveaux des enfants. On ne va pas donner ça à un enfant de 5 ans, à un enfant de 6 ans. Et pour les autres enfants, parce que les autres enfants, quand ils se retrouvent de 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, ne se retrouvent pas là-bas comme travailleurs. Généralement, ils vont comme accompagnateurs. Nous travaillons pour renforcer les capacités économiques des ménages, c'est-à-dire des parents, pour qu'ils aient suffisamment de ressources pour prendre en charge leurs enfants et ne pas les amener dans les mines. Et dans ce cas-là, le deuxième exemple que je voudrais donner, c'est que, ça c'est la semaine passée, nous avons clôturé la session, disons, les cycles d'épargne dans lesquels ont participé 350 ménages à travers le membre de ménage, qui étaient constitués en 14 groupes d'épargne. Et ces 14 groupes ont épargné 60 000 $ en 11 mois. Mais pendant les cycles, l'épargnant avait la possibilité d'emprunter pour payer la scolarité de l'enfant, le soin de santé, pour voir. Et donc, ça a permis que les parents aient à mesure de répondre aux problèmes. Mais à la fin du cycle, on a fait le partage. Ils se retrouvent avec un fonds qu'il peut investir dans une activité génératrice de revenus. Alors parlons à présent de l'éducation. L'article 28 stipule que l'enfant a droit à une éducation. Eh bien, l'enseignement primaire doit être rendu gratuit, ce qui est bon parce que le gouvernement, le président Félix a prôné sur la gratuité de l'enseignement primaire. Alors qu'est-ce que vous faites au niveau de la province pour que ces enfants soient maintenus à l'école? C'est vrai que aller à l'école c'est bon, l'enseignement est gratuit, c'est bon, mais il y a quand même quelque chose, hein, par exemple l'achat des cahiers, l'achat des kits scolaires en général. Qu'est-ce que vous avez fait dans la province pour que ces enfants soient maintenus à l'école? Avant de dire les 3 choses principales qui sont faites, je voudrais commencer par corriger une mentalité rétrograde qui maintient les gens dans la pauvreté. Personne ne demande aux parents d'avoir autant d'enfants qu'ils ont. Et donc, il n'appartient pas au gouvernement de commencer à... La politique de distribution, c'est une politique qui n'aidera jamais le pays ni les familles à avancer. Donc, c'est une politique qui encourage la pauvreté, vous voulez dire? Oui, donc, la distribution est une stratégie qu'on utilise exceptionnellement dans des situations particulières, mais ça ne doit pas devenir un mode de vie. Par contre, les parents doivent
devenir responsable. Et la responsabilité ne commence pas par payer l'école. La responsabilité commence par prendre des bonnes décisions sur combien d'enfants je veux avoir par rapport à mes ressources. Est-ce que je suis capable de les encadrer? Et quand j'ai ces enfants, quel type d'emploi je dois trouver? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir avoir les ressources pour le scolariser? Et les ressources pour les avoir, ce n'est pas seulement travailler dans un bureau. Beaucoup de gens, on a beaucoup d'opportunités. Les gens s'attachent à des choses d'ailleurs qui n'ont jamais rendu quelqu'un riche. On a un sol, je ne parle pas du sous-sol, j'ai dit du sol qui est très riche avec plusieurs possibilités. Mais vous trouvez des gens se promenant, des parents se promenant avec des téléphones qui coûtent cher, avec des unités à mettre dedans. Ils boivent toujours au moins une bouteille chaque jour, alors qu'ils pouvaient utiliser cet argent pour épargner, l'investir dans une activité. C'est pour ça que j'ai parlé. C'est pour ça que j'ai parlé du groupe d'épargne. Nous sommes en train d'enseigner aux parents comment, avec les peu de ressources qu'ils ont, ils peuvent les capitaliser, les rentabiliser et les multiplier pour prendre en charge leur ménage. Ça, c'est la première chose et c'est l'orientation du gouvernement. La deuxième chose que le gouvernement fait par rapport à la gratuité de l'enseignement, le gouvernement provincial du Lualaba, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais je crois que c'est une exception ici, a pris des mesures lorsqu'une enquête a été publiée à travers les systèmes scolaires pour demander l'appui à la gratuité. On a découvert le nombre d'enseignants dont on avait besoin, mais qui étaient des nouvelles unités, qui n'avaient pas de salaire. Le gouvernement a mis en place un mécanisme pour les nouvelles unités de la province obtiennent une prime qui leur permette de travailler en attendant que le niveau national ne régularise, parce que le processus au niveau national est continuel. Le temps que ça se fasse, les NU ont une prime. Et la troisième chose que le gouvernement a fait pour maintenir les enfants à l'école, c'est contribuer dans les infrastructures, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec la gratuité de l'enseignement, il y a eu explosion, n'est-ce pas? Les enfants sont devenus plus nombreux, mais il y avait très peu de places pour recevoir ces enfants dans les écoles. Et donc, le gouvernement a inscrit dans son budget, vous pouvez vérifier non seulement le budget, mais vous pouvez vérifier aussi les écoles qui ont été soit réhabilitées, construites, pour permettre à ce qu'il y ait plus d'enfants, mais dans de meilleures conditions. Donc, tous ces efforts et bien d'autres, il y a des enfants, peut-être vous ne savez pas, pour lesquels, à travers certains mécanismes, le gouvernement intervient pour pouvoir payer la scolarité. Le gouvernement, pour le personnel dans l'ensemble, qui est marge du budget du gouvernement, même ceux qui ne sont pas directement des fonctionnaires du gouvernement provincial, mais je viens de parler de ceux de la santé, le gouvernement a pris des mécanismes pour améliorer les traitements du personnel qu'il prend en charge pour leur permettre d'être à mesure de le faire. Et on continue à faire le plaidoyer, oui. Le gouvernement fait le plaidoyer pour que ceux qui ont des responsabilités sociétales oui. Au niveau de la province, les entreprises minières et les autres, puissent honorer leur engagement par rapport à la loi et tous ces efforts pour permettre à ce que les enfants qui doivent aller à l'école soient retenus. Rapidement, Monsieur le Dirkab, en quelques secondes, quelles sont les perspectives de votre commissariat? Est-ce que vous avez aussi prévu quelque chose pour les enfants qui sont à l'Est? Parce que quand on a vu les catastrophes naturelles, nous avons vu la province construire des habitations aux gens qui sont à Goma pour les enfants. Est-ce que dans votre commissariat, vous avez prévu quelque chose en quelques minutes? Bon, déjà, je ne saurais pas vous donner les perspectives de tout un commissariat en quelques minutes ou en quelques secondes. Et puis, ce n'est pas de ma responsabilité de pouvoir dévoiler la vision de l'autorité provinciale, parce que engager une activité en dehors de la province relève de l'autorité provinciale, ça ne relève pas du commissaire en charge des affaires sociales ou de la protection des enfants. Donc, il ne m'appartient pas, mais on a vu l'élan du cœur que l'autorité provinciale, son Excellence Fifi Masuka Saini, elle a déjà donné cette preuve plusieurs fois et ce ne serait pas étonnant de voir que dans un prochain avenir, elle puisse faire. Je ne dis pas que c'est prévu ou ce n'est pas prévu, mais moi, ça ne m'étonnerait pas qu'elle puisse mener une autre action parce qu'elle a l'habitude de le faire. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Serge, d'avoir répondu encore une fois à notre invitation. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Au revoir. Merci beaucoup.